Laurent qui est arrivé en force aujourd'hui. Laurent Terrasson, rédacteur en chef cuisine collective, avec ses deux invités pour nous parler de design et d'ergonomie. Ils sont beaux, hein. Ils sont magnifiques. Ah oui, c'est un couple parfait. Non, mais attends, ils vont se présenter. Olivier et Céline. Céline, alors tu fais quoi? Alors moi je suis designer culinaire. Et ça se multiplie, je pense que c'est un métier assez en voie de développement, oui, effectivement. C'est voilà. C'est né en 99, la notion de design culinaire à Reims. Et c'est vrai que depuis plusieurs années, le design a tendance à se développer dans les domaines de la restauration et bien sûr tout ce qui est lié à l'alimentaire. Et Olivier, alors tu fais quoi? La vaisselle, à part la vaisselle, parce que tu m'avais dit ça. Accessoirement, davantage chez moi que chez mes clients, mais non, je dirige un cabinet conseil en restauration, conseil stratégique et opérationnel qui s'appelle PH Partners, qui intervient dans tous les secteurs de la restauration, notamment la restauration commerciale, la restauration collective, et où les phénomènes de design, d'agencement des points de restauration sont de plus en plus prégnants à une époque où l'optimisation de l'espace et du temps consommé par le convive. Il est déjà parti sur le sujet, tu vois, il attend pas. Non, mais c'est incroyable. Ça me passionne, vous savez. Alors, non, mais parce que hier, tu sais, on était au World Cuisine Summit et on a croisé en vidéo Monsieur Stark qui disait à peu près ça: un restaurant doit son succès à son ergonomie et pas à son design. Alors, voilà, je ne sais pas, est-ce que tu es d'accord, Olivier, sur ce... Complètement d'accord. Moi, j'ai trouvé que c'était une des interventions, et pourtant, je suis loin d'avoir la pertinence et le recul d'un Philippe Stark. Mais en plus, c'est pas mon métier, le design en tant que tel. Par contre, dans notre métier de consultant, on travaille de plus en plus sur des problématiques de comment faciliter, je dirais, le parcours du convive au sein de son restaurant, comment rendre, je dirais, l'offre de restauration plus proche, plus disponible, plus accessible par rapport à des parcours de vie assez stressés, notamment dans le monde de l'entreprise, dans le monde des transports. Et donc, à partir de là, l'organisation du point de vente, là où se passe l'acte de restauration, devient un élément essentiel, en dehors des aspects alimentaires dont pourra parler ma voisine. Mais alors, en restauration scolaire, par exemple, pour les enfants, ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que pour moi, est-ce que l'ergonomie, c'est aussi le bruit dans un restaurant? Est-ce que c'est l'espace qu'il y a à table? Est-ce que c'est tout ça? Enfin, je ne sais pas ce que ça... L'ergonomie, effectivement, c'est tout ce qui finalement participe de près ou de loin au confort du convive, à partir du moment où on commence à lui distribuer son aliment, que ces aliments soient visibles, facilement avec un service adapté à la taille de l'enfant, puisque tu évoquais la question de la restauration scolaire. Oui. Mais je dirais, pour un patient alité, l'ergonomie va revêtir, je dirais, toute autre catégorie d'aspects. Ça peut être tout simplement la structure, la taille du plateau qui va être déposé sur sa tablette. Et en restauration d'entreprise, par exemple, l'ergonomie, ça va être disposer d'un point de vente pour fournir une offre de restauration rapide, accessible sur les flux, par opposition à un restaurant plus traditionnel dans lequel on se rend et dans lequel on va passer plus de temps pour consommer son repas. Bon, pour revenir au design, alors oui. Philippe Stark était très critique. Mais le design donc apporte un élément complémentaire. Alors le design effectivement est complémentaire et prend en compte toutes ces notions, que ce soit l'ergonomie, ce que l'on disait au niveau du confort, donc au niveau aussi du confort sonore, ce qui est important je pense aussi au sein d'un restaurant et ce qui est difficile aujourd'hui même par rapport aux bandes son, bien souvent par rapport à ce que l'on peut entendre au niveau des musiques. Tout ça contribue justement pour rechercher un bien-être au niveau du consommateur. Le design, lui, culinaire, intervient effectivement sur le produit, mais également sur son environnement. Ce que l'on appelle donc la scénographie du lieu contribue aussi. Donc c'est une expérience globale et totale. L'un ne va pas sans l'autre. Mais design culinaire, ça veut dire que là, tu vas intervenir au Bocuse d'Or sur les assiettes? Alors non, moi, je ne suis pas intervenue. Je suis intervenue sur la création de l'affiche. Mais effectivement, on aurait pu imaginer intervenir au niveau de l'architecture de l'assiette. D'accord. L'architecture de l'assiette. Et après, moi, je dirais l'architecture de l'assiette, parce que je pense qu'un plat, on doit le concevoir comme une architecture. C'est un plat, on travaille en 3D. Donc on va intervenir sur la texture, sur les couleurs, sur les matières, et donc une véritable composition.
Est-ce qu'à l'hôpital, ce serait pas quelque chose de bien parfois? Tu sais, Ah si, effectivement. Et on va réclamer des designs culinaires dans tous les hôpitaux de France. Là, ils vont être très contents. Bah oui, ils ont des budgets, hein. Oui, surtout qu'au niveau du design culinaire, la première recherche, c'est la recherche de plaisir. Oui. Et je pense que... Oui, le visuel, c'est ça, avant... Oui, effectivement, c'est le visuel qui domine dans un premier temps, mais après, on a un plaisir aussi gustatif. Ah, tu travailles aussi sur les goûts? Oui, c'est pour ça que je m'associe avec des chefs pour pouvoir travailler sur les goûts. C'est global, hein. Je ne travaille pas uniquement, je ne fais pas de la déco d'assiette. Ah, moi je pensais que c'était la déco. Oh non, Laurent. Alors tu cuisines, alors Olivier fait la vaisselle, toi tu cuisines. On va s'associer là. Mais donc, et toi tu travailles avec du design culinaire, tu associes ça? Non, alors c'est pas vraiment notre cœur d'expertise. Par contre, quand on parle d'ergonomie des espaces de restauration, il y a une chose que l'on constate de plus en plus, notamment dans la restauration du monde du travail, la restauration d'entreprise. On entend de plus en plus par ergonomie la capacité d'un lieu à accueillir de la restauration, certes, mais pour une clientèle qui veut parfois ne pas y faire que consommer un repas. Donc la fonctionnalité des lieux, on parle de multifonctionnalité des lieux, c'est-à-dire la capacité d'avoir encore, je dirais, son ordinateur portable sous la main, d'organiser une réunion de travail, de pouvoir, je dirais, s'adonner à quelques loisirs culturels, pourquoi pas une pratique sportive pas très loin. Enfin, cet espace-là, en plus, qui a besoin en termes de rentabilisation des mètres carrés, parce que n'oublions pas que la restauration, notamment méridienne, hein, comme on la qualifie bien, sur un créneau très étroit. Cette pause méridienne, notre sujet de demain. Voilà, c'est quand même beaucoup de mètres carrés utilisés finalement d'un point de vue immobilier pour des tranches de vitres assez courtes. Et ça tombe pas plus mal que certaines personnes se préoccupent de l'optimisation de ce temps-là, parce que précisément aujourd'hui, cet espace et donc cette tranche de temps, elle peut être occupée à bien d'autres choses que la seule consommation du repas. Et donc le repas devient plus déstructuré, mais aussi plus convivial et plus un lieu d'échange, et donc par définition moins normé, moins conforme qu'il pouvait l'être encore à l'époque du self bien linéaire d'il y a 10, 20 ou 30 ans. Tu as travaillé en plus sur le dossier des crousses. Et là, tu avais mis en place une réflexion pour que les jeunes puissent manger plus rapidement, puisqu'on ne leur laisse pas forcément le temps de manger. Qu'est-ce que tu avais fait? Qu'est-ce que tu avais mis en place? En fait, ça, c'était une problématique ergonomique, c'est ça? Alors, c'est une problématique ergonomique, certes, mais aussi d'adaptation simplement de l'offre aux attentes, je dirais, d'un public d'étudiants, en l'occurrence, qui a beaucoup évolué, parce que, évidemment, le rue de papa ne séduit pas forcément les générations d'aujourd'hui. Et puis il faut savoir que le temps disponible des actifs en général, mais des étudiants en particulier, s'est réduit sensiblement. On passe d'un amphithéâtre à l'autre, parfois d'un campus à l'autre pour une pause déjeuner qui va se réduire à sa plus simple expression en termes de temps. Et il faut pour autant fournir une offre de qualité. Donc ça veut dire et ça suppose de repenser complètement l'offre de restauration. C'est le travail auquel s'est attelé aux côtés du CNUS et des Crous notre cabinet depuis plus de 3 ans. Qui est en train de voir le résultat de ces investigations, puisque les premiers sites pilotes des nouveaux formats de restauration dits rapides en restauration universitaire sont en train de sortir de terre. Donc tu peux nous en dire un peu plus? Donc c'est maintenant rapide, c'est-à-dire le self c'est fini, on va vers une... Non, c'est pas fini, on a affaire à un bouquet d'offres plus complémentaires, parce que tous les étudiants, je dirais, ne sont pas entre guillemets logés à la même enseigne, ou ne disposent pas du même temps, ou n'ont pas les mêmes attentes par rapport à la pause repas. Il faut pouvoir satisfaire un public de plus en plus diversifié, de plus en plus contrasté, je dirais. Les jeunes étudiantes ne se comportent pas forcément comme les jeunes étudiants, les urbains comme les provinciaux, les nomades comme les sédentaires, ou même les disciplines, je dirais, scientifiques comme les disciplines littéraires. Donc tout ça constitue un joyeux, je dirais, patchwork à qui il s'agit de destiner une offre la plus compatible possible. Alors cette ergonomie, ça n'intègre pas que le repas, comme tu le dis si bien. Ça intègre, j'ai cru comprendre, tu mènes une expérience autour justement les déchets, tout ça. Donc ça va, c'est comment, enfin je sais pas, tu m'en as parlé trop vite. Alors. Oui, c'est vraiment un projet en son tout début. Donc il aura lieu donc aux tables du 104 à Paris le 12 avril. Le thème du banquet scientifique.
donc organisé par l'université de Rabelais à Tours et l'école de design de Reims. Et donc le thème est pillage et gaspillage. Moi, j'ai décidé donc d'intervenir au niveau d'une cantine scolaire, cantine élémentaire, et donc de faire une analyse, voir justement le comportement alimentaire de jeunes enfants au sein d'une cuisine donc, collective, donc, et de voir leur rapport par rapport à certains aliments et de retravailler sur ce que je vais appeler les aliments rejetés et comment réutiliser ces aliments rejetés pour leur donner une seconde vie et trouver l'aspect qui pourrait effectivement séduire les enfants. C'est-à-dire que tu vas travailler sur le design culinaire de l'assiette en amont ou tu vas travailler sur ce qui va rester parce que Non, là, je vais travailler sur ce qui va rester. Mon travail, je vais le mener d'abord sur une enquête sous forme de vidéo. Et ensuite, je vais travailler à partir de ces restes, de ce que j'appelle les produits rejetés. D'accord. Tu vas faire des soupes, quoi. Non, je pense que je vais plutôt travailler sur le pain. Ah oui, le pain, j'en parlais justement avec un boulanger qui ne voulait pas me croire que quand même dans les cantines, on jette moins de pain quand le pain est bon. Et il disait que les communes là, n'ont pas d'argent. Ben si, il y a des communes, il y a des élus qui s'investissent et qui mettent un peu plus d'argent dans l'assiette des enfants. Ouais. Et donc, avec ça, donc cette réflexion, parce qu'on voit dans cette ergonomie du restaurant, on voit aussi comment les déchets vont être aussi triés par les convives. C'est ça, en fin de parcours. C'est des choses qui existent déjà de façon assez répandue. On s'aperçoit d'ailleurs que quand on responsabilise les citoyens que sont les convives qui fréquentent les restaurants, que ce soit dans des espaces de collectivité ou des restaurants commerciaux, les convives d'une manière générale, quand les messages sont clairs, quand les zones où accessoirement il faut effectuer son tri sont claires aussi, ce qui n'est pas toujours le cas, oui. Et plus on prend, je dirais, ce type de démarche tôt, c'est-à-dire chez les jeunes générations notamment, plus on s'aperçoit qu'on investit sur des choses qui vont se pérenniser et qui vont, je dirais, générer des réflexes et même des attentes de la part du convive qui va pouvoir être surpris à un moment donné de ne pas être en mesure d'effectuer ce tri de ses déchets à la sortie de son repas. J'avais fait un voyage chez Nestlé, au siège, tu sais, sur les bords du lac Léman, dans un restaurant d'entreprise magnifique. Et dans toute cette installation, tu vois, tout cet espace, ce qui est magnifique, en arrivant, il y a des grands écrans télé qui présentent les plats du jour. Alors, les Suisses, tu sais comment ils sont, ils regardent. Attention, je suis suisse. Ah, merde, je savais qu'on a... J'ai dit un gros mot en plus, en direct. Oh là là. Et alors, donc, ils calculaient que les gens, voyant le plat avant de passer au self, ils gagnaient quelques secondes par client, mais comme il y en avait 1500, ça faisait quand même un certain... Donc le flux était plus régulier. Donc là, je trouvais que c'était assez intéressant. Aussi, comme c'est vu sur le lac, c'est génial. Tu es salarié là-bas, tu ne travailles pas, quoi. Tu restes là, dans cet espace. C'est pour ça que j'ai la pause méridienne le plus long possible. Donc où on se repose, on mange. Alors toi, tu ramènes ton ordinateur, c'est pas très digeste, hein. Mais bon, on réfléchit aussi donc, au développement durable. Et en fait, il y a plein de messages qu'on peut passer autour de... Et les messages d'équilibre alimentaire, ça fait partie de cette réflexion que tu mènes quand tu réinstalles, par exemple dans les Crous. L'équilibre alimentaire, ça a été d'ailleurs dit à plusieurs reprises par de nombreux intervenants dans la journée du World Cuisine Summit d'hier. Oui. Ça devient pratiquement un prérequis incontournable. On n'a même pas besoin d'être sollicité pour, je dirais, l'avoir en tête, parce que je dirais c'est une composante aujourd'hui, quelles que soient les tranches de clientèle, quelles que soient les générations. Alors certes, avec des effets plus marqués, on va dire, chez les femmes que chez les hommes, certes. Il y a encore des différences. Il y a encore des différences, il faut bien le reconnaître. C'est terrible, ça. Mais clairement, je dirais, ce prérequis-là, il est quasiment incontournable. Après, il s'agit de l'adapter à la thématique, au concept, à son format, aux éléments de packaging parfois qui vont, je dirais, contenir l'aliment ou la boisson ou les fruits. Vendre des fruits frais gérés dans un espace de restauration, c'est bien, mais parfois on se pose encore des problèmes sur ah oui, mais quel emballage, est-ce que je vais être en conformité avec les règles d'hygiène élémentaire? Donc là on parle d'ergonomie, on parle de packaging, mais c'est aussi de l'ergonomie. Donc ces notions sont souvent étroitement mêlées et parfois on est effectivement face à certains paradoxes, il faut bien le dire, qu'il s'agit de résoudre de la manière la plus pertinente.
On réfléchit en cuisine collective, tu as vu ça? J'adore. Alors, tu es adorable. Et alors revenez demain si cela vous chante, puisqu'on parle de la pause méridienne, Eh oui. justement. Toujours en compagnie plaisir. de ce cher Laurent Terrasson. Merci à vous deux. Merci Karine. Merci Laurent, à demain. À demain. Allez, c'est noté. On va prendre désormais la direction du village des métiers de bouche et du magasin du futur pour découvrir toutes les innovations de demain.